Bonjour à tous, bienvenue dans cette visioconférence réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Vous êtes très nombreux et très nombreuses, peut-être plus très nombreuses aujourd'hui en direct. Si vous regardez cette visio en replay, vous avez un lien pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences. Sachez que lorsqu'on est en direct, on a un petit temps d'échange de questions-réponses en dehors de l'enregistrement, pour veiller à l'anonymat des gens. Ça permet d'interagir avec l'intervenant, ce qui n'est pas le cas dans la session de replay. Si vous avez aimé cette, visioconférence, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et puis à mettre un petit pouce bleu sur, la vidéo pour dire que vous avez aimé. Donc aujourd'hui, une séance, de visioconférence un petit peu, thématique psychologique. Avec Rachel, nous allons parler du deuil. Donc je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir et répondre à vos problèmes techniques et répondre à vos questions que vous pouvez poser au cours de la visioconférence dans la barre de conversation. Rachel, je t'interromprai s'il y a des questions, Mmh. intéressantes, ou liées, au sujet. Si c'est des questions qui sont un petit peu en retard, on répondra à ces questions à la fin de la visioconférence. Et puis Avec pour vous plaisir. inscrire à notre, cycle de visioconférence, ça se passe sur movadom.eventbrite.com. Rachel, je te laisse te présenter, pardon, et puis on va dérouler. Alors, tu peux déjà mettre le premier slide, s'il te plaît, Pascal. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, qui êtes en direct, mais aussi aux personnes qui vont, m'écouter, dans le replay. Merci à Movadom pour, cette invitation. Je suis ravie d'être là avec vous. D'abord, je vais me présenter rapidement, mais peut-être déjà dans le chat, pendant que je me présente, peut-être, est-ce que vous pouvez me partager, si vous le souhaitez, sentez-vous libre, mais quand je vous dis le mot deuil, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce qui vient, spontanément comme ça, sans réfléchir? Et puis, on verra après, peut-être que Pascal, tu pourras citer quelques mots qui reviennent. Merci. Donc moi, je suis à Metz en France, mais je pourrais être, n'importe où, sur cette planète parce que je travaille beaucoup en visio. Il y a peut-être la météo qui changerait, si j'étais à Bali, mais en tout cas, je suis à Metz. Je suis sophrologue, je suis thérapeute du deuil. Je suis fondatrice de la communauté des Yellow Women des Yellow Women. La communauté des Yellow Women, en fait, c'est un groupe essentiellement de femmes et de plus en plus d'hommes qui nous rejoignent en ligne et où on organise des rencontres, de façon hebdomadaire. Pourquoi Yellow Woman? Parce que, ces personnes souvent ont perdu leur conjoint et le mot veuf, le mot veuve, leur convenait pas trop et yellow, c'est le jaune. Moi voilà, si vous allez sur mon site, il y a beaucoup de jaune, c'est lumineux et c'est aussi la couleur de la renaissance. Donc c'est pour ça que ces personnes se sont rebaptisées Yellow Woman et de plus en plus Yellow Man avec des hommes aussi qui arrivent et qui sont les bienvenus. Et puis je suis l'auteure, du livre «Revivre après lui» ou «Comment retrouver la joie de vivre après la mort de son conjoint» et je suis également conférencière. Donc je ne sais pas s'il y a déjà des termes, des mots, On a Pascal, eu qui des arrivent? réponses Ouais. effectivement, le deuil évoque pour les gens le désarroi, la tristesse, le sinistre et p la perte et plus Mmh. terre à terre, je dirais, multiples démarches. Ouais. Mmh. Ouais. C'est pas négligeable. Ouais, Ouais. effectivement. Ouais, merci, merci à vous. Donc aujourd'hui, en fait, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, on n'a qu'1 heure, donc je vais essayer d'être vraiment, concise et puis bien sûr de répondre à vos questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Moi, je vais vous partager en fait 3 points qui me semblent vraiment importants pour mieux traverser un deuil. Pas pour moins souffrir malheureusement parce que la souffrance, on va voir qu'on ne peut pas en faire l'économie, mais en tout cas, pour, mieux vivre ce deuil et pour vivre sans doute un deuil plus harmonieux. Donc le premier point qui me semble vraiment essentiel, c'est de comprendre le processus de deuil. Donc 1 chose, processus de deuil, c'est un ressenti. Voilà, merci.
Un ressenti, un ressenti. Alors, en fait, ce ressenti, ben, forcément, c'est une souffrance, c'est une douleur. La racine, du mot deuil, au niveau la racine latine, c'est dolore, donc c'est vraiment la souffrance. La souffrance, c'est quoi? C'est l'écart entre, en fait, bien, la réalité de la perte, j'ai perdu peut-être mon conjoint, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu, peut-être, mes parents, mon frère, ma sœur, peut-être un animal de compagnie aussi parce que le deuil, c'est on fait aussi un deuil quand on perd son animal de compagnie. Donc c'est l'écart entre la réalité de cette perte et puis ce que je voudrais qu'il soit. Je voudrais qu'elle ou qu'il soit là. Donc c'est cet écart-là et en fait, ces souffrances-là, on va l'accompagner, on va la traverser et petit à petit, tout le chemin de l'acceptation, ça va être de réduire cet écart. Alors l'acceptation, souvent on me dit: «Mais Rachel, c'est un gros mot, moi je n'accepterai jamais». Bien moi, je mets 2 niveaux au niveau de l'acceptation. L'acceptation, ça peut être: «Je n'accepterai jamais la mort de quelqu'un». Par exemple, moi, à titre personnel, j'ai perdu mon conjoint en 2014 d'un suicide. Jeff, bah, je n'accepterai jamais sa mort. Ça, c'est clair, je trouve que c'est un véritable gâchis. Mais en même temps, j'ai accepté de faire avec, dans ma vie, avec cette réalité dans ma vie et de me faire accompagner, de faire un travail sur moi, de m'autoriser petit à petit, au fur et à mesure des années, à m'apporter des bonnes choses, à profiter de la vie. Donc, c'est important aussi de distinguer les 2. On peut ne jamais accepter, mais accepter cette réalité dans notre vie et continuer avec ce manque, avec cette absence. Donc c'est un ressenti. Le deuxième point qui est important, c'est qu'un processus de cicatrisation naturelle. Donc qui va apparaître, voilà, super. Processus de cicatrisation. Donc processus de cicatrisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais vous donner on va comparer ça à, quand vous vous coupez. Imaginons que vous vous coupez là au niveau de la main, assez profondément, peut-être que, un tendon est touché, un nerf est touché. Donc c'est profond. Vous pouvez faire le choix, alors déjà naturellement, même si vous n'allez pas aux urgences, même si vous n'allez pas à l'hôpital, bah, votre corps en fait, il va travailler pour vous. Il va bosser pour vous, pour recoller ses chairs, pour, cicatriser. L'ADN va travailler, tout le sang va coaguler et cetera. D'accord? Donc ça, c'est un processus naturel de cicatrisation quand on a une blessure physique. Eh bien, en fait, quand on vit un deuil, quand on vit la perte d'un proche, ce processus de cicatrisation, il va aussi se déclencher. Il est complètement inconscient. Il se déclenche à l'annonce de la perte d'un proche. Alors, quand je dis la perte d'un proche, c'est la perte d'une personne avec qui on avait une relation vraiment, très intime, proche, familiale, qu'on aimait. C'est pas le vieux cousin peut-être qu'on n'a pas vu pendant 50 ans, ou la personne avec qui on n'avait pas de relation. Donc ça, c'est un processus vraiment naturel. Donc cette coupure, cette blessure, vous pouvez faire le choix de ne pas mettre de pansement, de ne pas aller aux urgences. Ça va quand même cicatriser naturellement. Alors bien sûr, il pourra y avoir un peu des boursouflures, ça va être lent, ça va être long, mais inconsciemment, votre corps, il va travailler pour vous. Et puis, il y a tout ce qui est donc ça, c'est le processus de cicatrisation du deuil et il y a le travail de deuil. Le travail de deuil, c'est je vais à l'hôpital, ma plaie est désinfectée, peut-être qu'on va me recoudre, peut-être qu'on va me mettre des vis, une plaque dans ma main et cetera. On va prendre soin de ma main et quand je vais sortir de l'hôpital, ben, je vais continuer peut-être une rééducation, je vais peut-être, l'infirmière va peut-être venir à domicile pour me changer les pansements, pour m'enlever les fils et cetera et ça c'est le travail de deuil que vous pouvez mettre en place pour continuer à vivre au mieux, cette perte. Mais en tout cas, c'est important de connaître ce processus de cicatrisation parce qu'il se fait, toujours et pour tout le monde, mais il est inconscient, il est souterrain. Alors oui, il est lent, il est long, c'est un petit peu comme, je donne souvent l'image des paysans qui sèment leur blé là, je sais plus, alors moi je suis hyper urbaine, je suis en ville, mais en tout cas je crois que c'est octobre, novembre, quelque chose comme ça.
Ben, au mois de décembre, bon, ils sèment, ils plantent. Au mois de décembre, il se passe rien au niveau de la terre, ça bouge pas. Au mois de janvier, ça bouge pas. Février, ça bouge pas. Et puis, tout doucement, peut-être qu'en avril, mai, on commence à voir des petites pousses qui sortent de la terre. Et en fait, de façon souterraine, les choses se sont mises en place, les choses ont travaillé, et pour que le blé commence tout doucement à germer. Ben, le processus de deuil, c'est exactement la même chose. Vous pouvez peut-être avoir la sensation, l'impression que vous n'avancez pas, que vous êtes toujours dans votre peine, dans votre tristesse, que jamais vous allez réussir à vous apaiser, et pourtant votre corps, il est en train vraiment de travailler. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais évoquer, le processus de deuil. Ensuite, c'est important de savoir que le deuil, c'est aussi une crise identitaire. Donc là, je vais un peu aussi m'expliquer. Peut-être que vous êtes connecté ici, peut-être que vous avez perdu un enfant, peut-être que vous avez perdu votre conjoint, peut-être que vous avez perdu un parent, un frère, une sœur. C'est toujours une crise identitaire. Déjà, j'ai envie de dire que, il y a pas de hiérarchie dans la douleur du deuil pour moi. C'est vrai qu'on entend de façon, assez fréquente, que, le deuil ultime, c'est de perdre un enfant. Donc c'est terrible de perdre un enfant. Vraiment, c'est terrible, mais en même temps, c'est pas plus difficile de perdre un enfant que de perdre son conjoint, et c'est pas plus difficile, de perdre son conjoint que de perdre, son parent, en fait. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. On n'est pas là pour faire un concours à la douleur du deuil. Au cœur, il y a toujours ce même processus de deuil. Alors bien sûr, c'est différent, c'est des deuils qui sont différents, ça, il y a aucun souci, je l'entends, mais pensez toujours qu'il y a toujours ce processus de deuil, de cicatrisation qui va se mettre en route, à chaque fois. Une crise identitaire, on vit une crise identitaire parce que, je vais donner l'exemple, de la perte d'un conjoint. Heu, on a chacun notre identité, on a notre identité propre, on rencontre un homme, une femme qui a son identité, et puis on vit ensemble pendant, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et en fait, il y a une identité de couple, en fait, qui s'est vraiment formée. Et qu'est-ce qui se passe quand il y en a un des 2 qui décède? En fait, bah, cette identité de couple, elle est coupée, elle est morcelée, et on reste seul et on ne sait plus vraiment qui on est. Qui je suis moi aujourd'hui, maintenant que mon conjoint est décédé? Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mes valeurs? En fait, c'est comme si tout s'effondrait autour de nous, nos valeurs, nos piliers, ce en quoi on croyait, nos projets d'avenir. C'est souvent, ben, le deuil d'une personne, c'est le deuil d'un couple, c'est le deuil d'une famille, c'est le deuil des projets, peut-être les projets de retraite, d'aller ensemble, je ne sais pas, acheter une maison, au soleil, et cetera. Donc c'est une vraie, vraie crise identitaire. C'est important de le rappeler parce que souvent, le deuil est banalisé, vraiment, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé, c'est banalisé. On dit: «C'est la vie, on va tous mourir un jour». Ben non, c'est important, voilà, de savoir que c'est un ressenti, une vraie souffrance. C'est un processus de cicatrisation, et c'est vraiment une crise identitaire. Hem J'ai envie de vous dire aussi que le deuil, c'est pas quelque chose qu'on fait, en fait. C'est le deuil qui va nous traverser. C'est pas l'oubli. Quand on perd un proche, on n'oublie pas la personne. En fait, on avait un lien avec cette personne qui était extérieur, et le lien, bien sûr, est coupé définitivement, et tout le processus de deuil, tout le travail de deuil va nous aider à intérioriser, en fait, ce lien à l'intérieur de nous, et cette personne, en fait, on va la garder dans notre cœur jusqu'à la fin de notre vie. Alors bien sûr, ça met du temps. Alors le temps, c'est un petit peu, notre meilleur allié, et en même temps, j'ai envie de dire notre pire ennemi. Souvent, les personnes vont, et vous l'avez peut-être, entendu, vous me le direz dans le chat, dans les commentaires, mais avec le temps, ça ira mieux. Avec le temps, tu vas aller mieux. Et souvent, les gens n'ont pas en tête qu'un deuil, ça ne dure pas 6 mois. Un deuil, ça dure pas 1 an. C'est beaucoup plus long que ça. Ça met du temps, vraiment. Ça peut mettre plusieurs années. Cette cicatrice, elle met du temps à être belle, à être douce. Et justement, souvent, on entend: «Oui, au bout d'1 an, ça ira mieux parce que tu auras, passé la première date anniversaire, de sa mort, tu auras fait le premier Noël, la première Toussaint». Hem
les premières peut-être vacances et ça ira mieux. Et les personnes me disent: «Mais Rachel, ça fait 1 an et j'ai l'impression d'être, plus mal en fait, que, le jour où on m'a annoncé la mort de mon enfant», par exemple. Je comprends pas, j'ai l'impression que je deviens dingue, que je deviens fou, que je deviens folle, que je vais trouver cet apaisement. Et c'est important de savoir qu'effectivement, dans les premiers temps du deuil, les premiers mois du deuil, eh bien, le processus de cicatrisation, là, il fait bien son job parce que en fait, il nous protège au niveau psychique, au niveau du mental, au niveau de notre corps. Moi, j'appelle ça, dans mon jargon, j'appelle ça le plan Vigipirate. Il nous protège. C'est un peu comme si, donc on peut être un peu dans le brouillard. On réalise pas vraiment que la personne est décédée. Est-ce que ma fille est vraiment décédée? Ou oui, je le sais parce que j'ai été aux obsèques. Mais il y a des jours, je me raconte peut-être que, qu'en fait, elle est en voyage, qu'elle va revenir, hem, que tout ça, c'est un mauvais film. Donc on est dans le brouillard et ça, c'est une protection, c'est normal. C'est un peu comme si à la maison, je sais pas, il y avait, une surchauffe dans le courant électrique, bah, en fait, les plombs sautent. Les plombs sautent pour pas qu'il y ait le feu dans l'appartement, dans la maison. Bah, chez nous, dans notre mental, dans notre corps, c'est exactement la même chose. Il y a cette protection pour pas qu'on devienne dingue et pour qu'on diffuse l'information, que l'information se diffuse dans toutes les couches de notre mental, de notre inconscient, de notre corps, de façon vraiment lente et de façon à son rythme, tranquillement, parce que sinon, ben, on pèterait un plomb, on deviendrait dingue. Donc, et c'est souvent au bout de 8 mois, 1 an, que cette protection psychique, que ce plan Vigipirate, il peut sauter parce qu'il estime qu'il a fait son job. Et c'est pas rare, au bout d'1 an et demi, que certaines personnes me disent: «Je suis encore plus mal». D'autant plus qu'au bout d'1 an et demi, l'entourage, ben, a la sensation que vous allez mieux et parce que oui, il y a des jours où vous pouvez avoir le sourire et peut-être 2 heures après, bah, ça va plus du tout et ça, c'est normal parce que le deuil, c'est pas linéaire. Il y a des vagues comme ça émotionnelles qui arrivent et l'entourage se dit: «Ben, ça va quoi, ça va, elle est habillée, il est habillé, il a été chez le coiffeur», enfin ça il sort, il va faire ses courses et cetera, et en fait, vous avez l'impression que plus personne peut-être parle de votre défunt et que vous êtes encore plus mal. Donc c'est vraiment important à ce moment-là, ben, de pouvoir, s'accrocher aussi à des ressources, donc des livres, des vidéos, peut-être, se raccrocher à un groupe, aller rencontrer peut-être un professionnel ou avoir simplement une personne autour de vous, je vais en parler tout à l'heure, qui saura vous entendre, qui saura vous écouter sans vouloir sécher vos larmes à tout prix, mais auprès de laquelle vous allez pouvoir vraiment déposer vos émotions. Parce que j'ai pas le temps de rentrer dans le détail de toutes les émotions, mais c'est un vrai bouleversement au niveau émotionnel, avec des peurs, avec bien sûr de la tristesse, peut-être de la colère, peut-être de la culpabilité. Hem, des émotions, qui sont vives, souvent qu'on n'a même jamais, vécues puisque, de perdre un proche, c'est une situation exceptionnelle qu'on ne connaît pas forcément et même si on a déjà vécu des deuils, ben, souvent c'est des deuils qui sont différents, donc on vit absolument pas la même chose. Donc retenez bien ce processus de deuil, j'en parle un petit peu dans mon livre. Je vous recommande aussi le livre de Christophe Fauré, «Mieux traverser le deuil». Christophe, c'est la référence, il est psychiatre, c'est la référence, en France, et dans les pays francophones, pour le deuil. Il a écrit «Mieux vivre, son deuil», et c'est vraiment, important de comprendre ça pour, mieux traverser, cette épreuve qui vous arrive. Donc ça, c'est le premier point. Je ne sais pas s'il y a des questions, Pascal, ou si je continue? Non, non, pour le moment, c'est bon. C'est bon, n'hésitez pas, hein. Je suis en train de chercher le livre dont tu viens de parler pour mettre, le nom, entier sur dans la barre C'est de vivre, conversation. j'ai dit ouais, Christophe Fauré, «Vive le deuil au jour le jour». Voilà. Hem Et il en écrit d'autres plus spécifiques sur le suicide et cetera, mais en tout cas là, celui-là, il est assez général, il s'adresse à tout type de deuil. Merci. On va continuer sur le deuxième point qui me semble important, et qui, souvent est un peu négligé, et moi, en tant que voilà, j'utilise des d'outils de la sophrologie beaucoup, de l'art-thérapie, d'autres techniques, mais en tout cas, je voulais aborder pour deuxième point qui me semble essentiel, c'est pouvoir soutenir son corps. Donc soutenir son corps, c'est important. Alors en France, c'est vrai que,
la réaction première, souvent, c'est d'aller consulter un psychologue quand ça va pas et notamment pour le deuil, ce qui est super et voilà, si vous en avez besoin, ben, faites-le, sentez-vous libre de ça. Après, c'est toujours bien de rencontrer un psychologue qui est spécialisé sur le deuil, qui est formé au processus de deuil, c'est encore plus intéressant et mais alors les psychologues de plus en plus aussi, mettent en avant le corps. Le corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, il travaille pour vous. Il traverse des émotions très vives, donc c'est intéressant aussi de le soutenir. Parce que le deuil a vraiment un impact fort sur le corps. Il y a une fatigue et j'utiliserai même pas le mot fatigue, il y a un épuisement qui est vraiment très important quand on perd un proche. Parce que le corps est en train de lutter, le corps est en train de faire face à cette adversité. Cette fatigue, cet épuisement, c'est vraiment un épuisement parce qu'en général, une fatigue, c'est pas: «Je suis fatiguée en ce moment parce que, je fais beaucoup de choses, je suis pas mal sortie, je suis partie en voyage» et cetera, mais c'est vraiment un épuisement qui est important. Et souvent, en fait, notre corps est fragilisé. Donc, on peut avoir moins de défense immunitaire, on peut, déclencher parfois aussi, des problèmes physiques. On peut avoir eu une maladie, je pense au diabète, je pense à des problèmes cardiaques qui sont stabilisés. Il y a pas très longtemps, il y a une dame qui me disait: «Mais moi, je suis diabétique depuis que j'ai l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50, en fait, je comprends pas mon diabète, c'est le bazar dans mon diabète, mon médecin il comprend pas. En fait, c'est lié aussi au deuil. Ça a un impact aussi sur des pathologies qui peuvent être stabilisées. Donc moi, j'encourage que les personnes aient 30 ans, ou qu'elles en aient, 70 ou 80 vraiment à être prudentes par rapport à ça, à pouvoir aller voir son médecin, faire un petit check-up, voir où vous en êtes. Parce que le corps, vraiment, j'ai envie de dire qu'il prend cher, si je peux être un peu cash. Et souvent, c'est négligé parce que nous, en fait, on n'est que dans notre tête. On est dans notre tête, et c'est normal, hein, on est dans notre tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On se ressasse, la perte, comment ça s'est passé? Est-ce que j'aurais pas dû lui dire d'aller chez le médecin? Est-ce que j'ai pas été assez attentive en tant que maman, en tant que papa? J'aurais dû plus l'écouter et cetera et cetera. Donc hem, c'est vraiment on peut être coupé au niveau du corps et plus rien ressentir au niveau du corps. Il y a même des personnes qui, des fois, me disent qu'elles ont, déclenché des soucis, où il y a une dame, il y a pas longtemps, qui m'a dit qu'elle avait été, piquée par un tic et en fait, en se déshabillant, elle s'est dit: «Oh là là, j'ai une grosseur, là, je sais pas trop ce que c'est, il faudra que j'aille chez mon médecin». Elle a laissé traîner. En fait, elle s'est rendue compte à un moment donné que c'était un tic. Elle avait plus la sensation au niveau du corps de cette piqûre. Hem, donc soutenir son corps, j'ai un peu résumé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique-là, mais j'en parle beaucoup aussi dans mon livre, c'est un chapitre entier. Donc 1er point, ce qui me semble important, c'est d'avoir un sommeil de qualité. Pas du tout, c'est reprendre c'est après, j'avais changé. 1er point, c'est pas dans l'ordre 1, 2, 3 en fait, c'est vraiment 3 points qui me semblent importants. C'est reprendre une activité physique douce. Alors, comme je dis souvent, aux personnes que j'accompagne, on va pas se lancer à monter, en haut du Mont Blanc et cetera. C'est une activité, calme, tranquille, peut-être quelque chose que vous aviez l'habitude de faire. Ça peut être d'aller marcher, par exemple. Moi, je recommande beaucoup aux gens d'aller marcher tous les jours, ne serait-ce qu'une demi-heure, dehors pour prendre l'air, pour mieux respirer, pour être, si vous le pouvez, en contact avec la nature. Mais même si vous êtes en ville, ben, on a toujours un petit parc, quelque chose près de chez soi. Parce que, ce corps-là, ben, à nouveau, va falloir l'accompagner et tout le chemin de deuil, c'est aussi tout doucement une remise en mouvement à notre rythme, tranquillement, et même si on a 60, 70, 80 ans, bah, oui, c'est possible. Donc de se remettre en route dans une activité physique, ça peut être aller marcher, ça peut être aller nager, peut-être faire du vélo, ça peut être faire, je sais pas, du tai chi, bah, de la sophrologie. Bah, en tant que sophrologue, bah, oui, je peux que vous recommander aussi. Peut-être, du yoga, des choses vraiment qui vont aussi allier, le corps, la respiration, des mouvements doux. Ne serait-ce qu'une fois par semaine. Alors des fois, on n'a pas envie. Ça, c'est ce qu'on me dit beaucoup aussi: «Rachel, ouais, mais j'ai pas envie». Bah, peut-être qu'au début, on va devoir se mettre un petit coup de pied aux fesses pour le faire. Peut-être qu'on va, mettre en place des petites astuces, par exemple, donner rendez-vous à quelqu'un
Quand on donne rendez-vous à quelqu'un, bah, c'est plus facile, on lui a donné rendez-vous, donc on est plus à même aussi de tenir notre engagement, donc d'y aller. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider vraiment, on le voit, quel que soit l'âge de la personne, on voit que quand les personnes ont une activité physique douce, ça peut être la gym douce, et bien, en fait, elles traversent aussi mieux leur deuil. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le second point, voilà, c'était avoir un sommeil de qualité. Alors, c'est pas évident, c'est pas facile parce que, on peut, la journée se réfugier dans le sommeil et puis du coup la nuit dormir moins. Parfois il y a des personnes qui déjà avant la mort de leurs proches avaient un sommeil pas terrible, donc après moi souvent je décortique avec les gens parce qu'on regarde, est-ce que vous endormez facilement? Est-ce que vous avez plutôt des réveils nocturnes? Hem Et là, ben, moi, je donne aux personnes des petits outils aussi, pour se rendormir. On peut avoir un sommeil très fractionné. On sait que plus on vieillit, plus aussi on a un sommeil, plus léger, on a un sommeil, alors c'est pas tout pour le cas pour tout le monde, mais à voir aussi parfois si on peut mettre en place, ben, une sieste de 15-20 minutes la journée pour récupérer. Puisque j'ai évoqué un épuisant vraiment important, donc le sommeil, il est vraiment important. Moi, je dis souvent aux gens de façon assez directe: «Il faut que vous dormiez», par n'importe quel moyen, j'ai envie de dire, mais c'est-à-dire que soit par des techniques naturelles que vous allez trouver, des huiles essentielles, de la sophro, du yoga, enfin des techniques, il y a pas longtemps, il y a une dame dans le groupe des Yellow Women qui partageait aussi le petit outil Morphée là sur, il y a un petit boîtier comme ça chez Nature et Découverte qui met des musiques douces, qui met des sons de vagues, de bords de mer et cetera, ça peut être ça. Mais ça peut être parfois aussi de façon médicamenteuse. Peut-être pour une période aussi, pour récupérer, de passer par les médicaments, d'aller voir son médecin. Des fois, ça peut être en fait une béquille pour quelques mois et c'est OK comme ça. Moi, je suis ni pour ni contre les médicaments. C'est comme les antibiotiques, pour moi, c'est pas automatique, mais en fait, il faut voir la situation dans sa globalité. Donc avoir un sommeil de qualité. Ensuite, le troisième point, c'était, se confronter le troisième point, voilà, c'était se confronter à ses émotions, avec vraiment authenticité. Hem, je sais que c'est pas évident de pleurer, de faire part de sa peine. Souvent, on veut, protéger son entourage. On se dit, «Quand ils vont être là, je vais être fort, je vais être forte, je vais pas pleurer, je veux surtout pas, montrer ma peine, je veux surtout pas, qu'on s'inquiète pour moi» et du coup, on met pas de mots sur ses émotions, parce qu'on a peur d'inquiéter et en face, en fait, les gens font la même chose. Ils se disent: «Je vais pas parler du défunt, je vais pas parler de mon père, je vais pas parler de ma sœur qui est décédée, parce que je veux pas faire de mal autour de moi» et en fait, chacun est dans sa peine et personne n'exprime ses émotions. Alors moi, je vous encourage vraiment à oser, parler du défunt. Bien sûr qu'il va y avoir des larmes, mais c'est OK. Vous allez vous prendre dans les bras, vous allez, mais ça fait du bien aussi à tout le monde, de pouvoir raconter des anecdotes sur le défunt, de dire: «Ben, tu te souviens, ce qu'il cuisinait, tu te souviens là, bah, il aurait dit ça ou elle aurait fait ça» et cetera et cetera. C'est aidant. Je vous partage ça surtout que, voilà, dans 2 mois, là, c'est les fêtes de fin d'année. Moi, on commence beaucoup, à m'en parler en me disant: «Moi, j'ai pas envie de fêter Noël, il est plus là, elle est plus là. Pour moi, Noël n'a plus la même saveur, le même goût». J'ai envie de me réveiller le 15 janvier, voilà, de m'endormir le 15 décembre et me réveiller le 15 janvier. Ben, pour les fêtes, je ne vais pas trop rentrer dans les rituels parce que les rituels, ils sont aussi importants. Vous pouvez déjà mettre en place, même à partir de maintenant, dans un coin de votre appartement ou de votre maison, Heu une photo de votre défunt, une bougie, peut-être un petit autel, où, bah, peut-être tous les matins, vous allez pouvoir vous adresser à la personne en lui parlant et c'est pas être dingue que de parler à la photo d'un défunt.
c'est aidant en fait. L'expérience, c'est pas un truc de psy ou de sophrologue tordu, c'est l'expérience montre que les personnes qui font ça au quotidien, ça les aide aussi à s'apaiser. Elles vont lâcher leurs larmes, vous allez lâcher ce qui a lâché, vous allez peut-être dire à votre défunt comment vous sentez, lui partager ce que vous allez faire dans la journée. Vous pouvez faire ça le soir aussi, c'est vraiment un temps très intime, très personnel et c'est fort aidant. Alors oui, il y aura certainement des larmes, mais ne craignez pas les larmes. Les larmes, elles font partie du processus de deuil. Elles sont là aussi pour faire leur job, pour vous apaiser, pour libérer au niveau du corps la cage thoracique, pour ben, exprimer toute votre peine. Ça peut être ça aussi, de faire au moment de l'apéro du 24 décembre, on sait bien que tout le monde va penser au défunt parce qu'il manque quelqu'un autour de la table. Bah, ça peut être aussi de créer, une présence dans cette absence en mettant à nouveau une bougie, en mettant à nouveau la photo de la personne au bord d'une fenêtre, par exemple. Et puis ça peut être aussi de peut-être, au moment de l'apéro, en France, on est très apéro, de dire: «Ben, voilà, on trinque avec, je ne sais pas, un vin cuit, une coupe de champagne, peu importe, et on a une pensée pour la personne qui n'est plus là». Ça permet aussi parce que tout le monde va y penser, donc il y a une espèce de pression, il y a une espèce de tension, bah, qu'il y ait quelqu'un qui se lance, c'est peut-être vous, c'est peut-être, un proche, c'est peut-être, quelqu'un qui va être un peu dans la confidence avant, qui va, peut-être, écrire un petit mot. C'est pas forcément un texte de 3 pages, hein, c'est pour rendre hommage à la personne qui n'est plus là. Juste peut-être simplement dire: «Bah, moi aujourd'hui, je pense, je sais pas, je pense à Philippe qui n'est plus là, et qui me manque beaucoup et je trinque à sa santé». Et puis ensuite, c'est vous qui donnez le feu vert pour, s'il y a des larmes, bah, on va se prendre dans les bras, on va s'embrasser et puis à un moment, on va donner le feu vert en disant: «Bah, allez, on mange des toasts ou on passe à table». Donc ça peut être quelque chose aussi que vous pouvez faire. Après, il y a plein de rituels, qu'on peut mettre en place aussi qui sont très, très importants aussi. Hem donc, mais là, j'ai un peu débordé du corps, n'est-ce pas? Mais c'était par rapport aux émotions, en tout cas de pouvoir s'autoriser à déposer ses émotions. Pour déposer ses émotions aussi, si de parler, c'est pas trop votre truc, vous pouvez aussi ouvrir un cahier, où vous allez, ouvrir comme un journal de deuil, où vous allez écrire, peut-être dans les premiers temps, mais même après, écrire vos journées aux défunts, écrire ce qui se passe, écrire, tout l'amour que vous avez pour, cette personne, écrire, mais aussi votre colère, peut-être lui écrire combien vous lui en voulez de vous avoir laissé seule, écrire, combien vous avez été fière peut-être d'être, sa mère, son père, de toute la joie que cette personne vous a apportée. Ça, c'est aussi un petit outil qui peut aider de déposer les choses, parce que, comme on est beaucoup dans nos pensées, ça permet de déposer les choses sur votre, sur votre cahier, dans la matière. Je ne sais pas s'il y a des questions, des choses, des remarques aussi, Non, pas pour le moment par écrit, non. D'accord, OK. Hem, le troisième point, c'est savoir s'entourer. Alors je vous ai mis une photo, de 2 dames qui n'ont pas vécu le même deuil, une jeune femme qui a perdu, voilà, un enfant et puis une autre dame, qui a perdu son conjoint et se sont rencontrées lors d'un stage que je faisais, autour de l'art-thérapie, de la sophro et cetera et je trouvais que ça, voilà, ça montrait bien aussi l'importance de savoir s'entourer. Alors moi, on me dit souvent, en fait, mes proches ne comprennent pas ce que je vis, on me regarde un peu bizarrement, on me pousse à aller mieux. On me dit: «Bon maintenant ça fait 1 an là, maintenant il faut que tu te secoues, il faut que ça aille mieux, faut que, OK, la mort ça fait partie de la vie» et cetera, quoi. Donc il y a une espèce de pression. Alors cette pression, elle est assez générale dans notre société. Aujourd'hui, tout va vite. Aujourd'hui, on devrait tous avoir le smile, là, le sourire, quelles que soient les épreuves de vie. Bah non, c'est pas possible. À un moment donné,
c'est pas possible. Le temps du deuil, il est nécessaire. Le temps de la tristesse est nécessaire. On a besoin de vivre cette tristesse, on a besoin de vivre sa souffrance. Moi, je dis même aux personnes: «Vous avez le droit de vous rouler dans votre souffrance». C'est une étape qui est vraiment très importante. Donc savoir s'entourer, le 1er point, c'est parfois faire de la pédagogie du deuil, en fait. Pas du tout. J'ai changé tout à la dernière minute, Décidément. c'est pas grave, c'est pas grave. Je peux C'est mettre les 3 points d'affilée si tu veux et puis Non, ça va, c'est OK Pascal, c'est pas grave. Ça peut être déjà de repérer les personnes autour de vous en fonction de leurs «compétences», j'ai mis entre guillemets. Parfois, en fait, on ne s'adresse pas aux bonnes personnes. On aimerait que les personnes nous écoutent, on aimerait que les personnes soient dans l'empathie, et en fait, on s'adresse à des personnes qui n'ont pas cette compétence-là. Vous donner un petit exemple, une petite anecdote. Moi, quand j'ai perdu mon conjoint, au-dessus de chez nous habitait un monsieur, célibataire, qui était, informaticien, un peu geek. Alors j'ai rien contre les informaticiens, hein, mais qui était, voilà, dans sa bulle, pas très à l'aise avec les émotions, pas très à l'aise avec les dames. Et moi, le matin, quand je partais, c'est lui que je croisais en premier. Et moi, j'avais besoin de parler. Donc en fait, je déversais tout et lui, il était très mal, le pauvre, il était très gêné et en fait, eh bien, j'étais très en colère contre lui à chaque fois. Je me disais: «Mais quel idiot, il comprend rien, machin et cetera et cetera» aucune et compassion. aucune compassion, aucune écoute et tout et puis, ma journée, voilà, commençait vraiment encore plus mal et puis une fois, mon ordinateur à la maison, a planté. J'ai perdu plein de photos, plein de films avec Jeff et cetera. J'étais dans tous mes états. J'ai appelé ma maman qui m'a dit: «Mais au-dessus de chez toi, là, il y a pas un informaticien?» Donc à 8 heures du soir, j'ai été sonner chez lui. Donc le brave monsieur, je vous dis pas la tête qu'il a fait quand il m'a vue parce qu'il était très inquiet et je lui ai dit: «Ben voilà, je sais que vous êtes informaticien, est-ce que vous pouvez m'aider à réparer mon ordinateur?» Et il m'a dit: «Mais oui», avec un grand sourire, avec grand voilà, plaisir, j'ai grand plaisir à vous aider et tout. Donc il m'a réparé mon ordinateur. Le lendemain, tout était restauré, il m'avait sauvé mes photos et voilà, je lui ai fait un cadeau, il voulait pas d'argent et tout. Et c'est juste un exemple pour montrer que cette personne-là, sa compétence, c'était dans quelque chose de très concret. Très concret, m'aider à réparer mon ordinateur. Peut-être qu'autour de chez vous, il y a des gens qui vont être dans le concret, en fait, qui vont pouvoir vous aider, je ne sais pas, pour vous aider à déménager, pour vous aider pour des papiers administratifs, pour toute la paperasse, parce qu'on sait tellement toute la paperasse qu'il y a quand il y a un deuil. Et ça dure des fois pendant plusieurs mois, voire années avec le notaire, avec les successions, et cetera, ben, il y a des personnes qui vont être super bons là-dedans. Donc, vous avez forcément dans votre entourage une palette de personnes. Puis, il y a des gens qui vont être là pour des choses plus légères, pour vous emmener au resto, pour vous emmener peut-être au théâtre, pour aller marcher, etc. Et puis, il y a celles qui vont être là pour l'écoute, parce que peut-être qu'elles aussi, elles ont vécu un deuil, peut-être qu'elles ont traversé aussi une épreuve de vie, ça peut être une maladie, ça peut être un accident, et qui vont être dans cette écoute. Donc, repérez autour de vous les compétences un petit peu autour et de demander, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire le jour de l'enterrement, si tu as un problème, tu m'appelles. Hein, s'il est à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, n'importe quel moment. Puis après, ces personnes, ben, elles peuvent un peu disparaître parce qu'il y a une réalité aussi, le deuil, la mort, ça fait peur. C'est pas contagieux pourtant, mais en tout cas, ça fait peur. Et comme les gens sont mal à l'aise, ben, ils préfèrent rester dans le silence. Et le silence, il y a rien de pire. Moi, je dis souvent à l'entourage, même si vous faites des gaffes, tant pis, mais à un moment donné, parlez. Souvent, on ne parle pas parce qu'on se dit: «Oh là, je vais lui rappeler que son enfant est mort, je vais lui rappeler que son parent est mort, que son mari ou sa femme est morte». Mais en fait, il y a pas besoin de rappeler, on y pense 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc de repérer aussi les gens, et de demander, de pouvoir demander vraiment, de dire: «Bah, là, j'ai besoin de toi pour ça». Faire une demande vraiment précise et les gens souvent, ils sont très contents en fait de vous aider parce qu'ils savent pas comment vous aider. Donc ça demande un peu d'énergie, ça demande un peu ouais, d'énergie, de force, mais souvent c'est bénéfique parce que le deuil, on ne le fait pas seul. On a besoin de temps seul, intime, mais on a aussi besoin de temps, on le fait aussi au regard d'une communauté, de la société, de notre famille. On a aussi besoin des autres, on est des êtres, de liens, donc de relations aussi. Ensuite, le second point, donc je vais pas le voilà, créer des rituels. J'en ai un petit peu parlé, j'avais pris de l'avance.
un petit peu parlé tout à l'heure quand j'ai parlé des fêtes de Noël, mais dans les rituels, effectivement, ça peut être, je sais pas, au bout d'un an, par exemple, la date anniversaire, on peut se dire: «Ben, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie, j'ai pas envie d'être seule à cette date-là». Alors on peut avoir envie d'être seule à cette date-là et il y a des personnes qui me disent, on réfléchit souvent ensemble, elles me disent: «Ben, moi, j'ai envie de faire juste quelque chose pour moi». Donc on réfléchit ensemble. Moi, je donne pas de conseils, mais je fais des suggestions parce que j'entends plein souvent de partages de personnes endeuillées qui font des trucs chouettes, donc je donne des idées. J'ai peut-être envie ce jour-là, eh bien, d'aller, seule manger au restaurant, dans le restaurant où j'allais, d'habitude avec mon épouse. J'ai peut-être envie ben, juste, de me reposer. J'ai peut-être envie d'être chez moi, regarder des photos. J'ai peut-être envie aussi de faire quelque chose avec mon entourage. Donc il y a plein de choses qui peuvent être assez symboliques, de faire un apéro quelque part, de bien prévenir les gens que non, c'est pas glauque, non, c'est pas pathos. C'est juste rendre, hommage à la personne qui n'est plus là, rendre hommage à sa mémoire. C'est pouvoir peut-être parler d'elle, c'est peut-être parfois de planter un arbre. Je sais que j'ai une personne que j'accompagne qui, il y a pas longtemps, a planté un arbre dans un endroit, qui était important pour elle, un olivier et puis, toutes les personnes ont mis un petit mot sur, des cartons de couleurs et elles ont accroché ça dans un arbre et c'était voilà, tout le monde a passé un beau moment, à se souvenir de cette personne et cet arbre, il va grandir, il va pousser, donc ça peut être des choses comme ça, donc de partager, ça peut être ouvrir par exemple un groupe, sur Messenger, sur WhatsApp où ce jour-là, on va partager, des photos, des souvenirs de la personne, un petit mot, voilà, aussi, de réconfort pour vous. Il y a plein de choses, hein. On pourrait écrire un livre sur les rituels, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Sachez que c'est aidant. Souvent, on le fait pas parce qu'on se dit: On va pleurer et tout», mais c'est vraiment aidant pour tout le monde. On a vraiment besoin de rituels. On est dans une société aujourd'hui où il y a moins de rituels et on l'a vu d'ailleurs pendant la pandémie, hein, où on ne pouvait pas aller aux cérémonies et tout, combien on a besoin de ça, pour mieux vivre son deuil, vraiment. On a, Élisabeth qui nous propose, c'est une sorte de rituel, je pense, qui nous dit qu'elle pense que cela peut aider d'aller D'aller au cimetière, ouais, voir complètement. la tombe Bien du sûr. défunt. Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Elisabeth. Il y a des personnes pour qui alors il y a des personnes pour qui, c'est important d'aller au cimetière, parfois même tous les jours et c'est OK et si on vous dit: «Ouais, ça fait 2 ans, tu vas encore au cimetière tous les jours, tu as un problème, tu fais pas ton deuil», ben non, c'est votre besoin. Écoutez vos besoins. Le deuil, c'est tellement intime. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est vraiment important. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui vont jamais au cimetière. Par exemple, moi, je fais partie de ceux qui ne vont jamais au cimetière parce que pour moi, symboliquement, bah, c'est pas là qu'il est. Mais en fait, tout est possible. Donc, effectivement, ce rituel du cimetière, il peut aider. Et merci pour ce partage. Ensuite, on va. On a Ouais. également Jacqueline qui nous dit, alors c'est plus, repérer les personnes autour de vous en fonction de leurs compétences. Elle a Mmh, une relation amoureuse avec un homme veuf qui a mmh. vécu 60 ans avec sa femme et lorsqu'ils se sont rencontrés, heu, le veuf a pu dire son chagrin, son Ouais. désir de mourir et c'est la première fois qu'il a pu parler à quelqu'un. Mmh. Bah, c'est très beau. Merci pour ce partage. J'en ai des frissons. Merci. Ensuite, d'expérimenter. Expérimenter, les lectures peuvent vous aider, les conférences, bah, comme aujourd'hui. Les livres, des rencontres. Il y a beaucoup de livres alors qui expliquent le processus de deuil, moi dans mon livre, c'est vraiment alors c'est focus sur le deuil du conjoint, mais en tout cas, c'est aussi illustré de beaucoup de témoignages d'outils, que moi je mets en place dans mes pratiques, mais aussi de témoignages. Les témoignages, c'est aussi important. Il y a beaucoup de livres autour des témoignages. Parce qu'en fait, ça aide. On se dit: «Je suis pas toute seule à vivre ça». Même si bien sûr chaque histoire est unique, il y a autant de chemins de deuil que de personnes endeuillées, mais en tout cas, c'est inspirant, ça donne de l'espoir. Les conférences, les lectures, les rencontres, les groupes de parole ou les cafés deuil autour de cette thématique, ça donne de l'espoir.
En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois, mon livre, mes conférences, etc. C'est que vous repartiez avec une compréhension, avec des choses concrètes et puis vous dire: «Ben, OK, je continue mon chemin». Donc oser, moi je vois quand je fais des conférences en ligne ou même en présentiel, il y a des gens qui me disent: «J'avais la trouille de venir à ta conférence Rachel», mais vraiment et je ressors, j'ai le sourire, je me sens plus légère, j'ai compris des choses et j'ai pu discuter avec des gens qui vivent la même chose que moi. Hem, il y a aussi il y a aussi beaucoup de choses maintenant sur internet, si vous êtes sur YouTube, des choses, des questions peut-être que vous avez sur la vie après la mort, par exemple. Ben, autorisez-vous à aller regarder ce côté-là. À nouveau, c'est pas glauque, vous n'avez pas de problème, des fois, moi, quand, j'ai des dames, qui ont 60-70 ans qui nous rejoignent dans le groupe, moi j'ai tous les âges, bah, les enfants, ils disent: «Non mais tu es sûr que ça va t'aider d'aller dans un groupe où il y a que des veufs et des veuves?» Ben oui, c'est aidant, c'est apaisant parce que vous allez pas pouvoir parler du défunt, vous allez pouvoir avoir des outils, vous allez pouvoir rencontrer aussi d'autres personnes, et faire des ateliers et cetera. Donc c'est toujours aidant. Donc ne vous interdisez pas ça, c'est vraiment, vraiment important. Il y a Elisa qui nous dit qu'il existe aussi des associations qui aident, Ouais. permettent de se Complètement, rencontrer et de ouais, discuter, tout ça. complètement. Vous pouvez aller sur le site de Mieux traverser le deuil. En fait, là sont répertoriées toutes les associations en France. Et même si vous me contactez, enfin, vous me faites un message, je vous donnerai les contacts. Il y a sur Paris, il y a l'association Empreinte, et l'association Empreinte a aussi des antennes un petit peu partout en France. Parfois, il y a des associations un peu plus locales. Moi, je fais partie d'une association à Nancy qui s'appelle Le Jour d'après. Oui, il y a des associations, il y a des choses qui existent, alors moi, c'est en ligne, mais il y a des choses en présentiel. Depuis le confinement, il y a beaucoup d'associations qui ont continué aussi des temps en ligne aussi. Donc ça permet de là où vous soyez, de chez vous aussi, de rentrer dans un groupe. Ouais, complètement. Mmh. Merci pour ce partage. Alors, justement, alors s'il y a je sais pas, s'il y a encore des questions, j'y réponds, parce je vois qu'on a encore un peu de temps On peut conclure et puis on répondra, aux peut-être les questions gens qui après. ont des questions orales plutôt ou Ouais, bien sûr. Donc, si vous voulez aller plus loin, avec moi, donc d'abord, vous pouvez, on va mettre le premier point Pascal, parce que comme je me plante dans mes points. Moi, je vous pardon. invite à me rejoindre, j'ai des vidéos sur YouTube, où, ça peut aussi vous aider, voilà, où je parle, du deuil. Moi, je suis vraiment dans le concret, donc ça peut vous aider. Vous tapez mon nom, Rachel Galerme. Ensuite, je vous donne rendez-vous tous les vendredis, en direct à 12h30 sur ma page Facebook. Aujourd'hui, ça sera 13h exceptionnellement parce que j'ai une autre conférence après. Mais en tout cas, vous avez accès aussi à tous les replays des lives et puis ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir aussi les commentaires des gens, vous allez vous sentir moins seul, en fait. Ça permet aussi de rompre l'isolement. Les thématiques, elles sont vraiment, là, aujourd'hui, je vais répondre à une question d'une dame qui m'a demandé comment guérir, en fait, d'un deuil. Donc, je vais répondre à cette question. Ensuite, vous pouvez moi, je vous offre pour cette conférence les 30 premières pages de mon livre gratuitement. Donc, vous pouvez les télécharger sur mon site, rachelgalerme.com. Donc vous allez arriver vous allez sur ma page, vous verrez livre, cliquez là et en bas de la page, vous allez voir, vous allez pouvoir télécharger les 30 premières pages. Je vous envoie les 30 premières pages. Ça permet de voir tout le sommaire, ça permet de voir tout le premier chapitre et de voir, voilà, si ça vous convient. Après, vous pouvez l'acheter, sur ce site, le cherchez pas ailleurs si vous voulez l'acheter parce que je suis en auto-édition, donc il est, sur mon site et sur Amazon. C'est important de le préciser. Voilà et je vous remercie vraiment pour votre écoute. J'espère que ça vous aura, aidé. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'était déjà une bonne introduction et c'est avec grand plaisir que je vais répondre, à vos questions. Merci Rachel. Alors je suis désolé, j'étais en train de taper un petit texte à côté, justement dans la barre de conversation. Merci beaucoup, très, très intéressant.
Je pense qu'on va avoir des questions derrière. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le texte bleu ou en cliquant dans la barre de conversation. Je viens de vous mettre le lien. Alors sachez que ce questionnaire de satisfaction est important pour nous, pour qu'on puisse faire un retour à nos financeurs, puisque les visioconférences ont un coût et que nous sommes financés donc par les conférences des financeurs, qui nous demandent de temps en temps des questionnaires de satisfaction. Donc, vous avez également un champ libre dans ce questionnaire de satisfaction où vous pouvez indiquer n'importe quoi, si vous avez aimé cette conférence ou si vous ne l'avez pas aimée, ou alors des idées de thématiques. Bon, il n'y en aura pas, hein, des j'ai pas aimé, on n'a que des retours positifs. Si vous avez des idées de thématiques de conférences que vous aimeriez qu'on aborde, on est ouvert à toute proposition, donc n'hésitez pas. Je vous mets la diapositive qui parle de tous les projets de Movadom et de Gwendoline Cotrez. Donc, vous avez le lien pour sa chaîne YouTube. Vous cherchez Movadom ou Gwendoline Cotrez avec un Z sur YouTube et vous retombez sur toutes les visioconférences qu'on a déjà réalisées et tous les replays. Donc, le replay de cette visioconférence sera disponible dès cet après-midi. Pour vous inscrire à nos autres visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et puis, les petites nouveautés de 2022, c'est le livre audio coécrit avec Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ça déménage chez les seniors, c'est chapitré, c'est téléchargeable gratuitement et écoutable quand vous avez envie. Et les podcasts qui sont donc des témoignages de seniors ou de personnes en lien avec le déménagement ou le fait de rester chez soi tout en étant bien chez soi. Notre prochaine visioconférence, c'est mercredi 9 novembre à 10h30. On fera une petite séance de yoga pour se décontracter. Ça peut être bien aussi après un deuil, pour reprendre une Mmh. activité. Tout à l'heure, tu disais aller marcher, rien que de prendre l'air, Mmh. sortir de chez soi. Je pense que ça peut être Mmh. bien de se vider la tête aussi. Mmh. Ça permet d'oublier un petit peu le quotidien. Et donc, sur cette diapositive, donc vous avez l'adresse email pour envoyer une éventuelle question ou des informations. Donc, c'est contact@movadom.com. Merci encore, Rachel. Merci à la conférence Merci. la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine. On va arrêter l'enregistrement de cette visioconférence et puis on répondra à vos questions. Merci à tous. Merci.